Alors, bonjour et bienvenue au laboratoire 8 sur la combustion. Il s'agit de notre dernier laboratoire en enseignement à distance. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui, la combustion, une brève définition, à quoi ça sert, comment fait-on un essai, l'essai de combustion, l'analyse des résultats, le rapport professionnel, modifier le comportement de combustion, puis une conclusion. On va commencer par définir c'est quoi une combustion. En fait, la combustion, c'est une réaction exothermique d'oxydoréduction. Lorsque la combustion est vive, elle se traduit par une flamme ou par une explosion. 3 éléments sont essentiels et nécessaires pour entretenir la combustion. Un comburant, un carburant ou combustible, de la chaleur. On appelle la combinaison de ces 3 ingrédients le triangle de feu. On va commencer par définir c'est quoi un comburant. Le comburant, c'est une substance chimique qui est essentielle à la combustion. Dans la majorité des cas, il s'agit de l'air ambiant. En fait, c'est l'oxygène dans l'air qui est le comburant. Sauf qu'il est possible d'avoir d'autres matières qui peuvent être des comburants. D'autres exemples, le dioxygène, l'ozone, les peroxydes, les halogènes et les nitrates sont tous des comburants. En fait, vous avez sûrement déjà testé à la maison que lorsque vous mettez une chandelle en dessous d'un verre, une fois qu'elle est privée d'air, dans le fond, une fois qu'elle a brûlé tout son comburant, la flamme va s'éteindre par elle-même. On comprend donc que le comburant est absolument essentiel à la combustion de la chandelle. En fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'on connaît bien l'effet des comburants sur la combustion. Malheureusement, on en connaît plus depuis l'accident de Apollo 1 en 1967. L'équipage faisait un test avant le lancement de la fusée en environnement 100% oxygène. On se rappelle que l'air que nous, on respire, c'est environ entre 19 et 20% d'oxygène. Fait qu'il n'a pas fallu grand-chose, en fait, pour déclarer un feu et enflammer l'ensemble de la capsule en moins de 15 secondes, tuant donc les 3 membres d'équipage. On peut donc voir une image de la capsule à droite, ce qui restait après le feu qui s'est déclaré. Le carburant ou le combustible est en fait l'élément évident du triangle de feu. C'est une substance qui est essentielle, obviously. On peut la trouver sous forme solide, liquide ou gazeuse. En général, tout ce qui peut s'enflammer peut faire office de carburant. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple gazeux? Il y a vraiment beaucoup de choses, mais voici quelques exemples communs. L'acétylène, le butane, le propane, que vous connaissez tous grâce à votre barbecue, les vapeurs d'essence, l'hydrogène, le méthane, etc. Dans la forme liquide, on parle la majorité des huiles, les dérivés pétroliers comme l'essence, le gazole, le fuel, l'huile, le kérosène, les résines, obviously, le liquide à fondu. Tous ces liquides, en fait, sont des combustibles. Au niveau du solide, encore quelque chose d'évident, le bois, le papier, les explosifs, le carton, les métaux comme le sodium et le magnésium, le textile, les plastiques. En fait, pratiquement tout ce qui est solide peut être un combustible. La chaleur, c'est aussi un élément vraiment important dans la combustion. Ça semble niaiseux, mais quand on y réfléchit, on ne voit pas souvent des feux de forêt en plein hiver en Sibérie. La chaleur nécessaire à la combustion dépend beaucoup du comburant et du carburant. En fait, c'est ça dépend de l'environnement et du carburant. Dans certaines littératures, on remplace le terme chaleur par énergie qui, en termes thermodynamiques, c'est plus exact. Mais dans le but du laboratoire d'aujourd'hui, le mot chaleur va convenir. Dans le cas que c'est trop froid, mettons on parle dans le zéro absolu, c'est impossible d'avoir un feu, il fait juste trop froid. Dépendamment du comburant et du combustible, il y a une température qui est minimale. Une fois que la chaleur augmente, on va atteindre ce qu'on appelle le point clair. Ça aussi, ça va dépendre du combustible ou du carburant. Si on augmente encore, on va atteindre le point d'inflammation. Et si on augmente encore, on va obtenir le point d'auto-inflammation. On va commencer avec le point clair. Le point clair ou point d'inflammabilité, en anglais qu'on appelle le flashpoint. Je dirais que dans l'industrie, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent. Ça correspond en fait à la température la plus basse à laquelle un corps combustible émet assez de vapeur pour former avec l'air ambiant un mélange gazeux qui va s'enflammer sous l'effet d'une source d'énergie calorifique, telle une flamme pilote, ça peut être aussi une étincelle, mais pas suffisamment pour que la combustion s'entretienne par elle-même. Ça, il faut atteindre en fait le point d'inflammation. Le point clair est propre à chaque matériau. J'ai mis quelques petits exemples en degrés Celsius. L'acétone, un produit qu'on utilise fréquemment, moins 17,8. Le benzène, moins 11. Diesel, ça dépend des types de diesel, mais mettons entre 38 et 55. L'éthanol, 17,2. L'essence, moins 42,8.
D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein? Quand il fait très froid, les voitures au diesel ont plus de difficultés à partir, hein? Contrairement à l'essence qui est à moins 42, beaucoup plus facile à partir en temps froid. Méthanol 11,2, le styrène 32,2. Je vais vous montrer un petit film qui date des années 40. Je sais qu'il y en a des plus récents, mais celui-là était vraiment cool, puis le fait que c'est un film des années 40, ça fait que c'est encore plus cool. Many liquid fuels, usually regarded as highly inflammable, must also be heated before burning can take place. Fuel oil, for instance, cannot be ignited without preheating. The temperature at which an oil begins to give off vapors that can be ignited is known as the flash point. The flash point of number 6 fuel oil is 150 degrees. At a slightly higher temperature, it gives off vapors in sufficient quantity to sustain combustion. This is known as the fire point of the oil. But since there is usually but 4 or 5 degrees difference between the flash point and the fire point, for purposes of simplification, we shall refer to both as the flash point. Other oils have even higher flash points, varying according to their physical properties. Most lubricating oils must be heated to over 400 degrees before they will burn. On the other hand, more highly volatile liquid fuels, such as gasoline, alcohol, naphtha, or ether, have flash points so low they can be ignited readily at room temperature. The fire hazards that these liquids present are due to the fact that even at low temperatures, they are constantly giving off highly inflammable vapors. Le point d'inflammation, c'est lui qui va suivre le flash point. C'est la température la plus basse à laquelle un liquide émet assez de vapeur pour former avec l'air ambiant un mélange inflammable dont la combustion, une fois débutée, va s'entretenir par elle-même, même si on retire la source d'allumage. Il est légèrement supérieur au point clair ou point d'inflammabilité, mais quelques degrés inférieur au point d'auto-inflammation. Le point d'auto-inflammation ou température d'auto-ignition, on utilise les deux termes, c'est en fait la température à laquelle une substance s'enflamme spontanément sans avoir besoin d'une flamme pilote en atmosphère régulière. Évidemment, chaque matériau a aussi son point d'inflammation et son point d'auto-inflammation. Je donne quelques exemples ici. L'alcool isopropylique, près de 400 degrés C, le benzène, près de 500, le bois de pin, 427, le charbon de bois, 350, l'hydrogène, 500. Petit détail intéressant, la pyrolyse qu'on a fait au courant de la session, en fait, utilise le concept du point d'auto-inflammation de la résine pour qu'elle s'enflamme et se consume. C'est pour ça que les fours sont à aussi haute température. Dès que la résine atteint sa température d'auto-ignition, elle va flamber, puis laisser la fibre derrière. À quoi ça sert de faire un test de combustion? En fait, il y a beaucoup d'utilités. On pourrait commencer par dire que c'est pour répondre à des normes ou des règlements par rapport au feu. On pourrait aussi dire que c'est pour étudier le comportement au feu de divers matériaux. C'est aussi pour prévoir le comportement et les effets de certains matériaux lors d'une combustion. On peut utiliser aussi les tests de combustion pour confirmer l'efficacité de divers produits antiflammes ou retardateurs. Ou on peut les utiliser pour identifier divers matériaux ou éléments via certaines caractéristiques de combustion, notamment la couleur de la flamme, couleur de la fumée, l'odeur dégagée, les vitesses de propagation, etc. Petit détail intéressant, on identifie la composition des éléments des étoiles via la couleur qu'elles émettent lors de leur combustion. On peut aussi dire que l'étude des couleurs de combustion, c'est très utilisé en pyrotechnie. Section 3, comment est-ce qu'on fait un essai? Il y a vraiment beaucoup de méthodes pour les essais de combustion. On voit vraiment ça en détail dans le cours d'essai physico-chimique qui était à la 5e session. Le test qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas un essai qui est normé, mais il permet quand même d'introduire le sujet de la combustion et nous permet quand même de comprendre plusieurs choses et d'acquérir de nombreuses données. Je vais détailler juste le test qu'on va faire aujourd'hui. Comme j'ai les méthodes normées, vous allez les voir dans le cours
essais physico-chimiques. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des échantillons ait des dimensions similaires et que les conditions de test soient toutes identiques. Sinon, on ne pourra pas faire de comparaison. Nous, dans le cadre du cours, on va utiliser des échantillons de 150 mm, donc 6 pouces, par 3/4 de pouce, 20 mm. On va faire 2 marques au crayon à 25 mm et à 100 mm. Évidemment, les échantillons doivent avoir une épaisseur qui est relativement similaire, sinon le comportement peut être vraiment altéré. Toujours dans la section 3, l'environnement de test. Habituellement, on fait ce test-là dans une hotte de laboratoire. C'est important que lorsqu'on démarre le test, on descende la vitre, mais on va laisser un petit espace. De cette façon-là, on est certain de ne pas couper l'accès au comburant, qui va être l'air ambiant, faussant donc le test. Lors du test aussi, la ventilation de la hotte doit être éteinte. Pourquoi? En fait, si on n'éteint pas la ventilation, on va arriver avec le phénomène de convection. Ça va fausser le résultat de 2 méthodes. Soit ça va stimuler trop la combustion, ce qui va accélérer la vitesse de consommation du carburant, ou ça va diminuer la température au point où la chaleur va plus être assez suffisante pour maintenir une combustion. On peut voir le phénomène de convection dans l'image à droite et les simulations de trop ou pas assez de convection. Les matériaux de test qu'on va utiliser, c'est vraiment pas beaucoup. C'est ça qui est le fun avec le test de combustion, c'est que limite, on peut faire ça à la maison. Je vous le conseille quand même pas. Votre mère risque de pas être de bonne humeur voir faire ça en dessous du four. Donc, c'est très usuel. On parle d'un brûleur standard de laboratoire, un allumeur, une petite bouteille de propane, des pinces et un chronomètre. Voici le setup que nous, on utilise au collège. Alors, on peut voir qu'on allume notre flamme, on la met à environ 20 mm. Je parle la flamme bleue, c'est ça qui est important. La section orangée ou rougeâtre, c'est plus ou moins important. C'est vraiment la section bleue qui doit être autour de 20 mm. Nous, notre brûleur est monté sur une espèce de petit rack qui est monté sur un pivot. Ça nous permet de pouvoir tasser la flamme, en fait, exposer l'échantillon, puis une fois qu'on lâche, il va venir se replacer. On voit aussi qu'on maintient l'échantillon dans ce sens-là avec la pince. Section 4, l'essai de combustion. Donc, selon le manuel guide à la page 101, on peut voir l'essai qui est proposé. Ce test-là permet de faire l'analyse de l'effet de l'ajout d'une charge sur le comportement de combustion. Sauf que nous, on va ajouter une formulation, question de rendre la chose un petit peu plus intéressante. On va ajouter un échantillon de fibre de carbone qui va permettre d'étudier le comportement de la fibre et d'une résine différente par rapport à l'échantillon pilote, qui est la référence, c'est-à-dire la formulation 1, qui est de la résine ILH 3030 sans charge, avec la fibre de verre. On va utiliser le tableau de données de la page 102. La seule chose qu'on va changer, c'est qu'on va ajouter une autre observation qui est le profil de propagation du feu. On peut voir les 4 propagations les plus standards. On parle de la propagation linéaire, donc le feu va se déplacer vraiment de façon linéaire. La propagation angulaire, la propagation par les extrémités et la propagation par son centre. L'étape 1 du test va être de partir le brûleur. On part le brûleur environ 5 minutes avant le test, puis on s'assure de stabiliser la flamme à environ 20 mm. L'étape 2, donc pendant que notre brûleur se réchauffe, on va marquer nos échantillons et faire nos marques à 25 et 100 mm. L'étape 3 va être d'installer l'échantillon 1 en place. J'ai montré le setup qu'on utilisait, donc l'installer de la même méthode. L'étape 4 va être de commencer le test. Donc, on part le chronomètre, on fait pivoter le brûleur sous l'échantillon et on expose 30 secondes. Une fois les 30 secondes écoulées, on pivote de l'autre côté, donc on retire la flamme de sous l'échantillon et on descend la vitre juste pour laisser un petit espace. L'étape 5 va être d'observer et de noter l'ensemble des informations dans le tableau. L'étape 6, la fin de l'échantillon 1, une fois la flamme éteinte, fait que soit par elle-même ou une fois qu'elle dépasse les 100 mm, on peut l'éteindre. On part la hotte 1 minute, juste question d'évacuer la fumée résiduelle. On s'entend que les vapeurs de composite, c'est pas très bon pour la santé, donc on s'assure de partir la hotte au moins 1 minute. Et on recommence les étapes 3 à 6 pour tous les échantillons. L'analyse des résultats. L'étape 1 va être de remplir le tableau des résultats avant de faire l'analyse. Donc, on peut voir les exemples que j'ai faits. C'est des résultats qui datent de 2018, mais qui sont sensiblement les mêmes année après année. Donc, l'échantillon de référence, on peut voir que pour atteindre 25 mm, ça a pris 2 minutes 20 secondes. On a réussi à atteindre la marque du 100 mm en presque 10 minutes, disons 10 minutes. Il a fallu l'éteindre
à la main, donc on l'a soufflé de même. Est-ce que c'était une flamme ou c'était une incandescence? C'était une flamme. Propagation linéaire, couleur de la flamme, orange. Quantité fumée, beaucoup. Couleur de la fumée, c'était une fumée noire et assez dense. Et dans les commentaires, on a noté que la flamme était rapide au début, puis a ralenti. L'échantillon 2, donc, était chargé d'ATH, a atteint la marque du 25 mm plus rapidement, en 50 secondes, mais n'a jamais atteint la marque du 100 mm. Il s'est éteint en 1 minute 51 secondes. C'était une flamme suivie d'une incandescence. La propagation était angulaire. Les informations qui suivent étaient similaires. Dans les commentaires, on a noté une flamme forte au début, puis un ralentissement suivi d'une extinction. L'échantillon 3, CaCO3, cet échantillon-là a atteint la marque du 25 mm en 30 secondes, le temps de la marque du 100 mm en 5 minutes 45. Il a fallu l'éteindre de façon manuelle. C'était une flamme. On parle d'une propagation légèrement angulaire, couleur de la flamme orange, quantité de fumée un peu moins, couleur de la fumée noire. Dans les autres commentaires, on avait noté une combustion rapide et soutenue. L'échantillon 4, qui était un échantillon carbone époxy, n'a jamais atteint le 25 mm, n'a jamais atteint le 100 mm et s'éteignait dès qu'on retirait le brûleur. Donc, il y avait une légère incandescence. Pour le reste, l'échantillon n'a juste jamais pris en feu. L'étape 2, ça va être de faire un petit graphique de la propagation de feu. Voici un exemple que moi j'ai fait. J'ai mis le temps en minutes dans la barre des X et en Y la propagation en millimètres. J'ai pas mis celle-là de l'échantillon 4 parce qu'il n'y avait juste pas de combustion. Fait que j'ai donc mis la référence, l'échantillon de l'ATH, l'échantillon de CaCO3. Ben, ce qui est le fun avec le graphique, c'est que c'est vraiment plus facile d'étudier le comportement de propagation de feu comparé à dans un tableau. C'est pour ça que ça vaut la peine de faire un graphique, là. On peut voir que l'échantillon de référence, ben, il a brûlé de façon plutôt soutenue. On peut voir que l'échantillon de référence brûlait de façon très régulière. On voit que le rythme avec le 25 mm et le rythme au 100 mm, c'est quasi la même chose. On peut dire que c'est quasiment une courbe linéaire parfaite de 10 mm par minute. L'échantillon de la TH, on voit qu'il a flambé plus vite. Fait que pour se rendre au 25 mm, ça a été beaucoup plus rapide. Mais dès qu'il a atteint cette marque-là, il a commencé à ralentir de façon drastique et s'est éteint en moins de 2 minutes. Il s'est éteint autour de 35 mm. Je ne l'avais pas noté dans le tableau, mais je vous le dis maintenant. Là. Puis finalement, l'échantillon contenant le CaCO3, on voit qu'il a brûlé en fou pour se rendre au 25 mm très rapidement. Puis finalement, a brûlé de façon plus stable à une vitesse d'environ 15 mm minute. On voit donc que l'échantillon a pris près de 4 minutes de moins que l'échantillon référence. J'ai dit que j'avais pas mis l'échantillon 4 dans le tableau parce que c'était un peu inutile, comme il brûlait pas. L'échantillon 4, on peut dire qu'il possède une bonne résistance au feu par rapport aux autres échantillons. Sauf que ça se peut qu'on ait le test qu'on a fait n'a juste pas généré assez de chaleur pour que le matériau atteigne sa température d'auto-ignition ou son point d'inflammation. Sauf que je ne peux pas assurer hors de tout doute raisonnable que le matériau est résistant au feu ou ininflammable. Si on voudrait affirmer ce fait-là, il faudrait faire vraiment des tests poussés et normés pour affirmer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de notre test? Bon, on a vu que l'échantillon de référence a brûlé à un rythme très régulier, environ 10 mm minute. On a vu que l'ajout d'un ATH a bel et bien inhibé la combustion et ce, en moins de 2 minutes. L'échantillon a flambé très agressivement au début, puis ensuite s'est éteint. L'ajout de CaCO3 semblait augmenter l'inflammabilité de façon assez drastique. Il a pris 4 minutes 10 secondes de moins pour consommer la même quantité de l'échantillon que la référence. Les échantillons 1 à 3 ont tous dégagé des fumées noires, produisant aussi une flamme orange. On peut aussi dire que l'échantillon 4 possédait une bien meilleure résistance au feu que les 3 autres échantillons. Section 6, le rapport professionnel. Je l'ai dit dans les autres, j'ai fait une bonne section sur le rapport professionnel dans le laboratoire 6 sur le retrait. Il suffirait juste d'adapter notre rapport soit à la norme si on le fait un essai normé ou de suivre la méthode proposée dans le laboratoire 6 sur le retrait. Section 7, modifier le comportement de combustion. Bon, dans certains cas, il est possible de modifier le comportement au feu ou donner une meilleure résistance au feu pour certains matériaux composites. Voici les 2 options les plus populaires.
Soit on opte pour une résine différente qui va être plus adaptée à nos besoins, ou on ajoute de l'ATH qui est en fait du trioxyde d'aluminium. Dans les résines plus adaptées, on pourrait proposer soit une résine phénolique ou une résine bismaléimide. Les résines phénoliques, en fait, sont adaptées pour augmenter la résistance au feu et permettent souvent d'arrêter la propagation de celui-ci. C'est le résultat de la combustion de celle-ci qui permet de limiter le feu en libérant soit des bromures, des chlorures ou des fluors. C'est sûr que ça dépend en fait de la résine que vous utilisez, soit elle est à base de brome, de chlore ou de fluor. Le problème avec les résines phénoliques, c'est que c'est des résines qui sont difficiles à travailler. Il faut souvent travailler en haute température. Ça nécessite des cuissons, c'est super collant, c'est très visqueux. C'est pas des résines faciles. Puis en plus, les vapeurs sont souvent très toxiques lors des combustions. Sont de plus en plus en fait remplacées parce qu'elles étaient très populaires dans les années 80. Les résines bismaléimides, on dit aussi les résines BMI, sont reconnues pour avoir des bonnes propriétés mécaniques, mais aussi une résistance élevée en température. On peut donc les utiliser où est-ce que la majorité des résines auraient atteint leur température de transition vitreuse ou la température d'auto-ignition. On les utilise d'ailleurs pour les capots de camion puis n'importe quelle pièce qui vont être en fait en présence de chaleur relativement élevée. Le problème avec les BMI, c'est qu'ils sont aussi difficiles à travailler. C'est vraiment pas le fun. Ils sont allergènes et en plus coûtent très cher. C'est pourquoi on les utilise juste quand on en a vraiment besoin. L'autre solution, c'était d'utiliser de l'ATH ou du trioxyde d'aluminium. On voit un peu le texte qui est écrit à la page 103 de votre manuel. L'ATH, en fait, c'est un retardateur de flamme et c'est de loin le plus utilisé au point de vue du tonnage parce que ça coûte pas très cher. Le seul problème, c'est qu'il faut l'utiliser en haut dosage. Souvent, on parle 60 pH en montant. Le mécanisme repose sur la libération de l'eau qui refroidit en fait le système et dilue les gaz dans les zones des flammes. On peut utiliser aussi l'hydroxyde de magnésium qu'on appelle le MDH, mais on l'utilise dans des polymères mis en forme à des plus hautes températures parce qu'ils se décomposent autour de 300 versus 200 pour l'ATH. Il y a d'autres types de charges inorganiques comme le talc ou la craie qui sont pas vraiment des retardateurs, mais qui pourraient avoir un rôle de dilution de polymères qui pourrait ainsi réduire leur inflammabilité et leur charge calorifique. Bon, on a vu que le CaCO3 n'est pas efficace en termes de retardateur de flamme, mais que l'ATH l'était. J'ai mis la petite formule qui est quand même intéressante. Elle vient directement du site de notre fournisseur. On peut donc voir la formule de l'ATH. Quand il est exposé à la chaleur, va libérer en fait 3 molécules de H2O. C'est ça qui va finir par permettre d'éteindre le feu. Au collège, nous, on utilise l'ATH de la compagnie RJ Marchal. C'est franchement le plus utilisé dans l'industrie des composites au Québec, là. Leur site est pas super moderne, mais il fournit quand même tous les détails et les fonctionnements de l'ATH, qui est quand même très intéressant, ainsi que les fiches techniques de tous leurs produits. Donc, c'est un go-to là, si vous voulez consulter et apprendre un peu plus sur l'ATH. Leur site est vraiment complet. En conclusion, qu'est-ce qu'on a appris dans ce laboratoire? On a appris que la combustion a besoin de 3 éléments pour perdurer. Un comburant, un carburant et de la chaleur. La combustion, étant une réaction exothermique, doit, par la consommation de son carburant et de son comburant, créer assez de chaleur pour entretenir sa température d'auto-ignition. Si elle ne fait pas ça, elle va s'éteindre. Il y a beaucoup de façons de faire des tests de feu, mais c'est sûr que le best du best, c'est de faire des tests qui sont normés. C'est important de bien contrôler son environnement de test pour éviter que le phénomène de convection altère le résultat. Il va être recommandé de prévoir plusieurs échantillons du même composé pour avoir un bon aperçu du comportement du matériau testé. Sait-on jamais, si vous testez juste un échantillon, il aurait pu être plein de contaminants qui sont super flammables, puis ça vous ferait faire des conclusions qui sont peut-être pas nécessairement vraies. Donc, comme dans la majorité des tests, on essaie de prévoir plusieurs échantillons. On a vu que dans un essai de feu, il y a beaucoup de choses à observer comme le temps de propagation, le type de propagation, la couleur de la flamme, la couleur de la fumée, la quantité de fumée, on pourrait dire aussi les odeurs, il y a vraiment beaucoup de choses à observer. Ces informations-là sont vraiment importantes et révèlent les comportements du matériau lors de la combustion. On a vu que l'ATH a permis de limiter la propagation du feu et même de l'arrêter en moins de 2 minutes. On a vu que le CaCO3 a augmenté la vitesse de la propagation du feu de nos échantillons et on pouvait donc affirmer que c'est un produit qui est inflammable. On a vu que le composé de fibres de carbone et époxy était de loin le plus résistant au feu des 4 échantillons qu'on a testés.
Et finalement, on a vu qu'il était possible de modifier le comportement d'un composite au feu, soit en adaptant la résine par une résine BMI ou une résine phénolique, ou en ajoutant de la TH, mais en bonne quantité. C'est donc tout pour le laboratoire 8 sur la combustion, ainsi que tous les autres laboratoires pour le cours de formulation des mélanges. Alors, j'espère que vous en avez profité pour apprendre et parfaire vos connaissances en matériaux composites.